Bonjour, c'est Christophe le prof. Bienvenue sur la chaîne dédiée aux élèves des séries STMG. Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un vrai pilier du système judiciaire, un concept qui est au cœur de presque tous les conflits, la preuve. Parce que sans elle, le droit, ça reste juste une opinion. Allez, c'est parti, on plonge dedans. En fait, tout part de là. Cette petite phrase, c'est un principe fondamental en droit français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on a la meilleure cause du monde, si on n'arrive pas à la démontrer, aux yeux de la justice, elle n'existe tout simplement pas. L'enjeu est donc énorme. Alors pour bien maîtriser ce sujet qui est hyper important pour le bac, voilà notre feuille de route. D'abord, on va définir la preuve. Ensuite, on verra la grande distinction entre actes et faits juridiques. Puis, on ouvrira la fameuse boîte à outils du juge. On se demandera qui doit prouver quoi. Et bien sûr, on terminera avec la méthode infaillible pour l'analyse à l'examen. On commence donc par les bases, les fondations. Il faut bien comprendre que la preuve, ce n'est pas juste un petit plus. C'est vraiment le moteur de tout le raisonnement juridique. C'est le pont qu'il est obligatoire de construire entre ce qu'on affirme et ce que le juge va décider. Voilà la définition à retenir. Une preuve, c'est n'importe quel élément, ça peut être un document, un témoignage, une photo, peu importe, dont le but est de convaincre un juge que ce qu'on raconte est bien la réalité. Le droit, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de démonstration. Prenons un exemple hyper concret. Imaginez, une personne à Carrefour est persuadée, mais alors là absolument certaine, d'avoir été débitée 2 fois pour ses courses. Sa conviction, même si elle est sincère, ne vaut rien juridiquement. Par contre, si cette personne sort son ticket de caisse et un relevé bancaire qui montre clairement le double paiement, là tout change. Son affirmation devient un fait prouvé. Le droit, c'est avant tout un système de vérification. On attaque maintenant ce qui est sans doute la distinction la plus importante en droit de la preuve. Sérieusement, si on comprend la différence entre un acte et un fait juridique, on a la clé qui ouvre toutes les autres portes. Pourquoi? Parce que les règles pour les prouver ne sont pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes. Pour simplifier au maximum, tout tourne autour de cette question. Est-ce qu'il y a eu, oui ou non, une intention de créer des conséquences juridiques? La réponse à cette simple question va déterminer tout le reste. Et voilà comment ça se présente. À gauche, l'acte juridique. C'est une manifestation de volonté, on signe un contrat parce qu'on le veut. Les effets juridiques sont recherchés, ils sont voulus. Du coup, le principe est strict, il faut un écrit pour sécuriser tout ça. Et à droite, on a le fait juridique. Ça, c'est un événement qui peut être volontaire ou pas, comme un accident. Ici, les conséquences juridiques ne sont pas forcément voulues. Résultat, la preuve est libre, on dit par tout moyen. Pour que ce soit bien clair, un exemple d'acte juridique, un gros contrat de distribution signé par LVMH. C'est un engagement majeur, il y a une volonté claire de créer des droits et des obligations. La loi impose donc un écrit pour que cette relation commerciale soit stable et sécurisée, c'est logique. Et à l'opposé, le fait juridique. Imaginons un accident de la route avec un livreur Amazon. Évidemment, personne n'a voulu cet accident. C'est un événement soudain. Pour savoir qui est responsable, on ne va pas demander un contrat, ça n'a aucun sens. La preuve est donc beaucoup plus souple. On va chercher des témoignages, des vidéos de surveillance, des rapports d'experts. Le droit s'adapte tout simplement à la situation. Ok, maintenant que cette distinction est bien en place, on va pouvoir regarder ce que le juge a dans sa boîte à outils pour se faire une idée. Et attention, tous les outils ne se valent pas, ils n'ont pas tous le même poids dans la balance. Commençons par les preuves écrites. Tout en haut de la pyramide, on a l'acte authentique. L'exemple type, c'est l'acte de vente d'un appartement Bouygues Immobilier rédigé par un notaire. Sa force de preuve est quasi absolue. Juste en dessous, il y a l'acte sous signature privée, par exemple un contrat de travail chez Stellantis. C'est une preuve très solide, mais on peut la contester. Et enfin, l'écrit électronique, comme quand on valide un abonnement Netflix. Il a la même valeur que le papier, mais attention, seulement à certaines conditions, notamment qu'on puisse bien identifier qui a signé. Et à côté de l'écrit, il y a tout le reste. Un témoignage peut tout changer, un aveu peut retourner une situation, un rapport d'expert peut éclairer le juge sur un point technique, mais le point crucial ici, c'est que le juge reste le maître du jeu. Il a ce qu'on appelle un pouvoir souverain d'appréciation, c'est-à-dire qu'il pèse le pour et le contre, il évalue la crédibilité de chaque élément et il décide de la valeur qu'il leur accorde. Alors, ça nous amène à une question super stratégique dans n'importe quel procès. Qui doit se fatiguer à prouver? Qui porte ce fardeau? C'est ça, la charge de la preuve. Et la réponse n'est pas toujours celle qu'on imagine. La définition est assez simple en soi. La charge de la preuve, c'est l'obligation pour une personne de démontrer les faits qui sont nécessaires pour que sa demande aboutisse. C'est une règle du jeu essentielle. Le grand principe, c'est celui qui réclame doit prouver. Concrètement, si un salarié de McDonald's dit avoir fait des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, c'est à lui, en principe, de le démontrer. Comment? Avec des fiches de paie, des plannings, des témoignages. Le fardeau, il est sur les épaules du demandeur.
Mais heureusement, parfois le droit donne un coup de pouce avec ce qu'on appelle les présomptions. Il y en a deux types. La présomption simple, elle inverse la charge de la preuve, mais on peut la combattre. Exemple, une facture Orange non payée fait présumer que l'on doit de l'argent, mais on peut très bien prouver qu'on a déjà payé. À l'opposé, la présomption irréfractable, elle est absolue, impossible à contester. La loi l'impose pour simplifier des situations où la preuve serait trop compliquée à trouver. Allez, on arrive à la partie cruciale. Comment on met tout ça en musique pour construire une analyse qui tient la route le jour du bac? Il y a une méthode, une structure que les correcteurs adorent voir. Voici la recette en 4 étapes à suivre à la lettre. Étape 1, on qualifie. Est-ce qu'on est face à un acte ou un fait juridique? C'est la base. Étape 2, on en déduit le mode de preuve. Est-ce qu'il faut un écrit ou est-ce que la preuve est libre? Étape 3, on identifie sur qui pèse la charge de la preuve. Et enfin, étape 4, on analyse la force, la valeur des preuves qu'on a concrètement dans le dossier. C'est ce raisonnement logique qui fait toute la différence. Cette phrase, elle résume parfaitement ce qu'on attend. Le correcteur, il ne veut pas juste lire « il faut une preuve », il veut de la précision. De quelle preuve parle-t-on? En vertu de quelles règles? Et est-ce que cette preuve est assez solide pour convaincre un juge? C'est en allant dans ce niveau de détail qu'on montre qu'on a vraiment tout compris. Et pour finir, il faut garder en tête que ce sujet est tout sauf endormi. Le droit de la preuve, il bouge tout le temps, il évolue avec la technologie. La fiabilité des preuves numériques, l'arrivée de l'intelligence artificielle, la question des enregistrements faits en secret. Ce sont des défis bien réels que les tribunaux doivent gérer dès aujourd'hui. Donc, pour conclure, s'il y a une seule question à retenir de tout ça, c'est celle-ci. C'est la question que se pose un avocat, que se pose un juge en permanence. C'est vraiment l'essence du raisonnement juridique. Si on arrive à se poser cette question et à y répondre, c'est qu'on a tout compris. Merci beaucoup de nous avoir suivis.